Bonjour. Michel de Guy et la critique de la raison poétique, tel est le titre donné par nos invités à cette rencontre organisée en hommage au poète et au philosophe Michel de Guy, qui nous a quittés le 16 février 2022. L'équipe de Cité Philo est d'autant plus heureuse d'accueillir cette rencontre que Michel de Guy a été durant de nombreuses années membre du comité scientifique. Poète et philosophe, il nous faut prendre toute la mesure de l'usage de la conjonction de coordination « et ». La conjonction « et » est bien sûr ce qui unit, ce qui tient ensemble des éléments distincts, mais elle peut s'entendre également comme ce qui prend acte d'une disjonction, de ce qui sépare des entités hétérogènes et autonomes. C'est à éclairer la signification, les significations de cette étrange conjonction disjonctive « et » qu'est consacrée cette rencontre autour d'une figure majeure de la pensée. Il n'est pas possible d'énumérer ici l'ensemble des titres publiés par Michel de Guy, textes poétiques, livres, articles. La bibliographie critique des œuvres de Michel de Guy, publiée en 2002, comportait déjà plus de 300 pages. Du moins, nous est-il permis de dresser un portrait de ce grand poète et de ce grand penseur. Et puisque nos invités, Barbara Cassin et Martin Rueff, ont choisi de faire un clin d'œil à Kant en parlant de critique de la raison poétique, je me permets, avant de leur laisser la parole, de faire écho à leur proposition en la prolongeant. Kant, dans la critique de la raison pure, distingue trois grandes questions. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Puis il ajoute que ces trois questions se ramènent toutes à une question centrale, une interrogation maîtresse. Qu'est-ce que l'homme? Ces trois questions plus une, ou ces quatre questions, peuvent, il me semble, être appliquées à la philosophie poétique de Michel de Guy. Par son approche et sa sensibilité phénoménologique, ou ce que Martin Rueff appelle son empirisme perçant, le poème, chez de Guy, n'aspire-t-il pas à répondre à la question « Que puis-je connaître ?» Par sa pratique de la poétique, cet art pensant, comme il l'a défini dans un entretien avec Martin Rueff en date du 30 janvier 2021, n'apporte-t-il pas une réponse, sa réponse, à la question pratique « Que dois-je faire ?» L'auteur d'un homme de peu de foi ne réveille-t-il pas, certes paradoxalement, l'interrogation inquiète « Que m'est-il permis d'espérer ?» Ainsi, ces trois questions, nous l'avons rappelé, se rapportent toutes à une seule. Qu'est-ce que l'homme? Particulariser ou singulariser cette question est l'enjeu de notre rencontre d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme Michel de Guy? Qui est Michel de Guy? Il y a deux manières de répondre à cette question. La première, en nous appuyant sur ce que Michel de Guy disait de lui-même. Michel de Guy par Michel de Guy. La seconde, par le témoignage de celles et ceux qui l'ont connu personnellement, aussi bien sensiblement qu'intellectuellement. Michel de Guy par les autres. Parmi ces autres, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Barbara Cassin, philosophe, traductrice, membre de l'Académie française, qui fut l'élève de Michel de Guy et qui fut aussi son amie. Parmi ses nombreux ouvrages, citons « Qu'en dire, c'est vraiment faire »,« Ce que peuvent les mots », son très connu Dictionnaire des intraduisibles, ou encore un éloge de la traduction, Compliqué l'universel. À ses côtés, Martin Rueff, philosophe, poète et traducteur, spécialiste de Rousseau et auteur, entre autres, d'un ouvrage consacré à Michel de Guy, Différence et identité, Michel de Guy, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme culturel. Martin Rueff est par ailleurs rédacteur en chef de la revue Poésie, fondée par Michel de Guy en 1977. Quand Michel de Guy acceptait de parler de lui-même, c'était avec distance et beaucoup d'élégance. Quelques mots donc sur Michel de Guy par Michel de Guy. Dans un texte intitulé Autobio, il écrit à propos de lui-même, je le cite, « Je peins maintenant le caractère qui m'est le plus étrange. Ce serait d'une personne pour qui tout est joute, affrontement. Elle tient que l'un des deux doit gagner, et s'y tient, et que toute victoire est totale. La loi du tout ou rien est sa loi. Le cours d'une vie est une succession de parties avec ses adversaires. À chaque phase, un adversaire principal. Elle prépare le coup suivant. La fin de partie est victoire ou échec. » Au cœur des combats de Guy était l'ambition de redonner à la poésie la place centrale qu'elle doit avoir dans la cité.
Je cite un court extrait d'un texte vigoureux publié par De Guy en 2010 et intitulé « Aristote et le rappeur ». L'ambition est de remettre la poétique, et non le poétique, au cœur du débat, ou pour citer Platon, de la gigantomachie en cours, au cœur de ce temps culturel qui marginalise la poésie en lui faisant faire la fête. Quelle est l'opération poétique pensive pratique ? Son faire, celle-là même qui est écartée ou omise dans tous les secteurs, où se décide l'exister ensemble. Il faut non seulement y revenir, mais y aller. Ce combat de la vie sur la vie n'est pas uniquement combat contre, mais aussi combat avec celles et ceux qui l'ont accompagné. Combat avec celles et ceux qu'il a accompagnés. Chez Michel de Guy, le collectif, l'exister ensemble relève d'une exigence. Le nom propre à venir du mot, écrit-il dans un poème publié cette année par Poésie. Aujourd'hui, le nom propre, son nom propre, Michel de Guy, est le présent de notre rencontre. Rencontre qui met à l'honneur un grand présent absent, pour reprendre cette expression employée par Barbara Cassin dans un entretien avec Alexandre Gilbert. Un grand merci à vous d'être là et un grand merci à nos invités, à qui je laisse enfin la parole pour un dialogue philosophique et intime entre amis, en hommage à un ami. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que la régie veut bien envoyer le premier extrait ? On est très content que vous soyez là. C'est gentil de vous déplacer comme ça un samedi matin. Bon, nous aussi, on s'est déplacés, mais c'est vraiment gentil. On n'entend pas. Le rêve et le rêve et le rêve. Prions les dieux qui se connaissent, qui se confondent. Nous nous reconnaissions sans nous connaître. C'était le temps des sages et des peuples. Or, la science a changé le visage en faciès et sa reconnaissance en prosopagnosie. Là où croit la menace, aucun dieu ne croit plus. Mais prions l'être, ni Dieu ni moi, suprême, que nous s'invente et se révèle. Si nous sommes tous ce que ne sommes pas, que les normes parfaites en cela que plusieurs fassent voler en éclats éclairants l'identité devenue ADN, le 21e siècle sera poétique ou ne sera pas. Alors, la question, si vous voulez, c'est la question de la poétique aujourd'hui. Que faire avec des... Il y a toute une tradition qui est là, qui attend qu'il doit être non pas récité, expliqué, c'est le travail normal aussi de l'université américaine, mais être repris en compte et reversé au temps présent. Comment le faire? Comment changer, modifier une balade qui finalement est très connue, et qui est ici modifiée mot à mot très soigneusement. Donc ça donne la lecture, le commentaire pourrait être faite, mais l'idée fondamentale, c'est que là, les poèmes qui sont apportés jusqu'à nous, qu'en faire aujourd'hui? Je me suis demandé ça, vous savez, notre question par exemple, Baudelaire, que faire de Baudelaire aujourd'hui? La question, c'est aujourd'hui. Or, c'est donc la question que j'appelle parfois des reliques aussi, c'est comment traiter les reliques qui à la fois demandent à être conservées, ce qui veut dire entendre. Voilà. Nous tenions à ce que vous puissiez voir Michel de Guy à l'œuvre dans un film réalisé entre 2018 et 2019, dont le DVD vient de paraître, un film de Marie-Claude Treilloux, produit par Gaël Técher, et dont le titre est emprunté à une anthologie de Michel de Guy, Comme ci, comme ça. Et donc notre question, la question que nous allons nous poser avec Barbara, c'est la question que, avec Barbara Cassin, pardon, c'est la question que pose Michel de Guy. La question, c'est la poésie aujourd'hui. Alors avant de passer la parole, à moins que tu veuilles tout de suite réagir, je dirais un mot pour que les choses soient claires entre nous, parce que vous n'êtes pas venu ce matin ici pour baigner dans la confusion. La question, c'est la poésie aujourd'hui, c'est une question que De Guy se pose en poète, en philosophe, et je dirais, pour faire vite, en citoyen engagé, un homme engagé dans la lutte.
À savoir que, si vous voulez, on pourrait, et vous pourriez peut-être, et vous avez peut-être été surprise et surpris, mais qu'est-ce qu'ils font à Cité Philo, la poésie, le samedi matin? Perché? Pourquoi ça? Et en fait, ce qu'il faut vraiment mesurer tout de suite, avec un peu sinon de solennité, mais au moins en tout cas de présence à ce qu'on va faire avec Barbara Cassin, c'est que De Guy est un philosophe de formation. Hein, c'est pour dire les choses de manière banale, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a passé l'agrégation de philo, qui a beaucoup écrit sur la philosophie, qui a enseigné la philosophie. C'était mon prof de philo, au lycée Pasteur en Hippocagne. Voilà, qui a été un lecteur de philosophie, un commentateur de philosophie. On reviendra sur ses options philosophiques, qui était un mélange, si vous voulez, enfin un croisement assez singulier de kantisme, puisqu'il avait travaillé avec un philosophe dont le nom est un peu lointain pour vous maintenant peut-être, qui est Michel Alexandre, qui avait été aussi le prof de Granel et le prof de Derrida. Et c'est quelqu'un qui a été très très proche de phénoménologique dans les années 50 et 60. Et à côté de cela, et je reviens sur ce que Nassim El-Kabli, qui nous fait l'amitié de nous accompagner ce matin, a indiqué, il était poète, et il était poète à part entière. C'est un poète qui a publié assez jeune, il était de 1930, De Guy, et il publie à partir de la moitié des années 50, 54, 55, 56, Les Meurtrières, Bief, le poème de la Presqu'île. Et donc notre question, à nous trois, aujourd'hui, ce matin, devant vous, c'est qu'est-ce que, d'un point de vue pensif, réflexif, philosophique, on peut imaginer comme articulation du poème et de la philosophie. D'accord ? C'est une vieille question, c'est une question dont Platon avait fixé les termes dans la République et qui rejaillit dans de nombreuses configurations théoriques. Ça n'existe pas, poésie et philosophie, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des configurations singulières dans lesquelles ces termes sont rejoués. Et donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire entendre la réponse de Guy et de vous l'offrir pour que vous puissiez la méditer, ou pour lire ses poèmes, ou pour lire sa philosophie. Voilà, je voulais mettre ces choses au point tout de suite. Oui, moi j'ai eu donc De Guy comme prof de philo, on peut partir de là. Je ne sais plus en quelle année, ça pouvait être 70 peut-être. Oui, fin des années 60, début des années 70. Voilà, en Hippocagne, au lycée Pasteur. C'était la première fois qu'il y avait une Hippocagne comme ça, d'ailleurs ouverte aux filles. Première Hippocagne mixte à Pasteur, et pas de cagne. Ça voulait dire qu'on était tranquille, qu'on pouvait non seulement penser, jouer, inventer comme on voulait. Et ça a été vraiment une année d'invention. Je voudrais raconter quelques souvenirs de Guy, parce que les souvenirs que j'en garde sont très précis. Il arrivait avec sa clope au bec, toujours les maïs, les boyards de maïs, ou les maïs comme Beaufray, comme tous les phénoménologues de l'époque. Ils étaient sponsorisés. Comme ça. Et il disait une phrase du genre la dialectique, il faudrait en parler. Ça, c'est une des grandes phrases de Guy qui m'est restée. Et où il disait on va lire une phrase de Merleau, avoir pour métier sa passion. Bon. Ce genre de choses, si vous voulez, quand on est môme et quand on a eu des profs de philo normaux, ça vous marque à jamais. Et ça vous marque dans la liberté. Et ensuite, on le voyait lorsqu'on allait traverser l'avenue, je ne sais plus quoi, l'avenue de Neuilly, je pense, on le voyait qui nous écrasait à moitié avec sa grosse moto. Bon. Donc, c'était tout un contexte de liberté et d'inventivité donné. Donc, pour moi, De Guy, ça a toujours été ça, depuis ses premières années, jusqu'à très récemment, jusqu'à la veille de sa mort. Et je ne sais pas si je vous lis maintenant peut-être le texte que j'avais prévu de lire, qui est le dernier entretien, probablement le dernier entretien de Michel de Guy, en tout cas celui que j'ai eu avec lui peut-être un mois avant sa mort.
où je me posais une question qui est ni philosophique ni poétique et qui est les deux, qui était où fuient les mots. C'est une question évidemment qui est liée à une question, disons, physiologique, qui est que quand on vieillit, on oublie les noms propres. Et je la formule de cette manière-là à cause de Du Bellay, bien sûr, et les muses de moi comme étranges s'enfuient. Qu'est-ce qui se passe quand les mots s'enfuient? Qu'est-ce qui se passe quand les noms communs deviennent comme des noms propres? Tout le monde sait que les noms propres, ça échappe parce que ça n'est pris dans aucune trame. C'est du raccro, c'est du un par un. Mais les noms communs, là, ce sont des noms qui sont solidement ancrés dans les choses. Et qu'est-ce qui se passe quand ils deviennent comme des noms propres? Donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que je me suis dit que, au fond, ça voulait dire qu'on en a marre du langage étiquette. Ça ne sert à rien, le langage étiquette. On n'en veut plus. On n'en veut plus parce que j'ai mon téléphone, là, j'ai Google, ça peut me renseigner. Après tout, je n'ai pas plus besoin de savoir que ça s'appelle un micro, et ça, un verre d'eau. D'ailleurs, c'est du plastique. Je n'ai pas plus besoin de le savoir que j'ai besoin de savoir dans quel département la ville d'Avranches se trouve. Parce que je vais avoir le renseignement si je veux. Le langage étiquette, ça ne compte plus. Et donc, la question que je me suis posée, c'est: et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment ça se passe autrement? Et là, je rejoins la phrase que donnait Martin Rueff, c'est le 21e siècle sera poétique ou il ne sera pas. Parce que s'il n'y a pas une autre, j'allais dire fonction, mais au sens de Benveniste, un autre sens au langage que celui de nommer les choses comme des étiquettes aristotéliciennes. Hein. De Guy en parle beaucoup. Le rapport entre ce qu'on voit, la sensation, la chose, la sensation et le nom. Bon, c'est ce triptyque qui fait le sens chez Aristote, depuis toujours, depuis le De Interpretatione, le traité sur l'interprétation. Ben quand on n'a plus besoin vraiment de ça, quand ça se démantibule, parce que c'est déjà machinique. Donc, qu'est-ce qui reste? Et c'était la question que j'avais posée à Michel de Guy, en lui disant, est-ce qu'il y a des mots qui te fuient? Est-ce qu'il y a des noms communs qui sont comme des noms propres et qui te fuient? Et voilà, je vais vous lire cet entretien qui date du 9 décembre 2021. Alors, est-ce qu'il y a des mots qui te fuient? Bien sûr qu'ils fuient, mais j'en trouve d'autres. Comment? Par l'écoute très attentive de tout ce qui relève de la zone, tu fais se lever une rumeur. Certains existent, d'autres existent presque. Néologisme supporté par la langue, merveilleuse. On tâtonne autour de néologismes parfois réussis, parfois non. On n'attend pas satisfaction d'un mot trouvé, mais d'une contrée. Apollinaire dit zone, une contrée énorme où tout se tait. La contrée du néologisme possible. Un exemple. Comme maison. C'est le titre de son dernier recueil. Comme maison. Il y a commer chez Montaigne, pas simplement domestique, mais ensemble, à la maison. Un beau, très beau livre d'Agamben, Quand la maison brûle. Celle où on habite et où on n'habite pas. Pas le même truc. Comme maison. Martin, celui-là. Martin trouve ça bien, mais c'est un peu moche. Elle n'est pas ouverte, même si c'est pratiquant une ouverture dans la langue, il faut que ça se recoupe. Là, c'est dans les choses, mais pas dans la langue. Ça ne recoupe pas les choses avec le son. En tout cas, on peut prendre beaucoup de liberté avec le langage. 500 000 mots autour de la guerre d'Algérie. On n'est pas au bout. Comme poète, comme philosophe, moi je l'emmerde toujours là. Les deux, évidemment.
La philosophie fait hésiter, voir Jean-Luc Nancy. Le mot savant en philosophie, c'est bien parce qu'on le retrouve. Les mots grecs, le mot, ils nous attendaient. Ils sont là tous, si on veut. À peine effleurés, ils sont tout proches. Ils voulaient dire. Ils viennent en plus et non à la place. Il fait foisonner un peu le sens de tel ou tel mot grec, un peu le sens de celui-ci. Le courage poétique, c'est de croire que tu le trouveras, que tu pourras faire parler l'un d'entre eux, qui pourra faire cela aussi, important, la date d'apparition dans le dictionnaire. Le nom propre se fait nom commun? Je pense que je pourrais savoir. Je n'ai pas peur de mourir en pensant que cela va disparaître pour toujours. Je ne crois pas. Comment ça s'appelle? Réponse, un néologisme, un mot qui est un tas de bouquins. Mot des autres? Mot à toi? Se réapproprier les mots des autres. Il ne faut pas se faire choper. Quand on dit un mot dans le sens de machin, c'est dangereux. C'était prêt pour dire autre chose. Les mots à usage spécifique, je me les ferai prendre bientôt. Qui les prendrait? Le fameux spécialiste. Pour nommer les choses, on peut trouver mots, locutions, phrases. Wort. Je me méfie de Heidegger. Écrire un poème, c'est le sens ouvert qui doit être là. J'ai fait des centaines, des milliers de poèmes. Dame de loin, le début de Gisant, c'est déjà un poème, le sens ouvert. Facile dans la région du comique, épigramme réussi, mise à feu. Attention, à feu, ça se referme, quelque chose de refermant. Du Bellay. Qu'est-ce qui se change en regret? J'entre dans mon expérience du regret. Est-ce que ça va être une catastrophe ou non? Et alors on a lu ensemble le poème Zone, que je ne vais pas vous lire en entier, je vais vous lire les premiers vers et les derniers. À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère, ô tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin, tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Ici même, les automobiles ont l'air d'être anciennes, la religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple, comme les hangars de Port Aviation. Et la fin, te voici à Marseille, au milieu des pastèques. Te voici à Coblence, à l'hôtel du géant. Te voici à Rome, assis sous un néflier du Japon. Te voici à Amsterdam, avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide. J'ai une pitié immense pour les coutures de son ventre. J'humilie maintenant à une pauvre fille au rire horrible, ma bouche. Tu es seul, le matin va venir, les laitiers font teinter leurs bidons dans les rues, la nuit s'éloigne ainsi qu'une belle métive, c'est Ferdine la fausse ou Léa l'attentive, et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie que tu bois comme une eau de vie. Tu marches vers Auteuil, tu veux aller chez toi à dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ils sont des Christs d'une autre forme et d'une autre croyance. Ce sont les Christs inférieurs, des obscures espérances. Adieu, adieu, soleil, coup coupé. Alcool, 1913. Et De Guy à la fin n'a dit « Mais si lui écrit comme ça, pourquoi n'en aurait-on pas le droit tous les jours ?» Voilà ce que je voulais vous lire. Merci beaucoup, Barbara. J'essaie de réagir et de tourner ce que tu viens de dire vers le public aussi, en réfléchissant sur plusieurs plans. D'abord, évidemment, vous avez mesuré à la fois en voyant De Guy derrière nous et en écoutant Barbara Cassin lire ce dialogue ultime avec De Guy,
que la question de la nomination est première. D'accord ? Alors, là-dessus, je voudrais réfléchir quelques instants avec vous et dire la chose suivante. C'est-à-dire que le rapport poésie et philosophie, c'est évidemment un rapport dont le fond problématique est la relation du langage à l'expérience. C'est-à-dire à la fois faire l'expérience du monde et, comme diraient les phénoménologues, adapter nos descriptions à cette expérience de la manière la plus adéquate possible, et puis écrire des poèmes, composer des poèmes qui soient justement à la mesure de la prose du monde et exaucer cette prose du monde à la hauteur d'une expérience de langage. Alors, pour De Guy, cette exigence de penser la philosophie comme le langage adéquat pour décrire le monde et d'écrire des poèmes comme expérience du langage du monde, tu l'as dit, tu as rappelé cette formule, il dit à un moment, je me méfie d'Heidegger. Je me méfie d'Heidegger. Et là, je pense qu'on ne peut pas, mais on va le faire très vite évidemment, entrer dans cette question sans rappeler que le dialogue, le débat, le divorce avec Heidegger a été une des grandes questions philosophiques de Guy. Et pourquoi ? Alors, je le dis très vite, parce que chez Heidegger, la vérité du poétique n'est pas une vérité de jugement. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le poème fait surgir, par la Aletheia, ouvre un monde, et que du coup, quand on est face à un poème pour Heidegger, on est face à une vérité qui n'est pas de l'ordre de la description. Et un des grands mérites de Guy, ça aurait été de dire non, mais attention, si on veut faire une vraie phénoménologie poétique, il faut dire que le poème parle du monde et parle pas simplement de son effraction, de son surgissement, pour reprendre des catégories qui seront celles, par exemple, de Maldiné, etc. Nommer les choses. Tu disais, nommer ce qu'on voit, nommer les choses, il le redit et trouver une manière d'adéquation. Alors c'est très étrange parce que précisément quand Heidegger pense le poème, il dit exactement le contraire, il dit la vérité poétique, il dit ça dans Le chemin qui ne mène nulle part, il dit ça dans Approche de Hölderlin, la vérité poétique n'est pas du tout du domaine de l'équation, elle est du domaine du surgissement. Et cette manière grand seigneur de penser la poésie, qui a donné à un certain moment en France dans les années 70-80 une espèce de force à la poétique spéculative, De Guy s'en est détourné progressivement, parce que non seulement il l'a trouvé peu à même de dire ce qui se passe dans les poèmes, et c'est vrai, c'est un discours qui parle peut-être de la poésie, mais qui ne parle pas des poèmes. Et pas de la sienne. Et pas de la sienne du tout. Pas de la sienne du tout. Et il s'en est écarté aussi progressivement pour des raisons plus proprement philosophiques. Alors en disant ça, avec Barbara Cassin, on pointe un lieu que De Guy aimait à théoriser, c'est le rapport poésie, la poésie, les poèmes, le poétique. Oui. Et sur ces trois plans, on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire poésie et philosophie, poétique et philosophie, poème et philosophie. Alors je vais très vite, et puis comme ça on débat plus facilement. Alors poésie et philosophie, c'est une espèce comme ça de grand, de grands tableaux, on peut imaginer ça comme des allégories, une espèce de dispute de couple. Oui, voilà. Juste là-dessus, oui, bien sûr. Pour moi, c'est exactement ça, c'est une dispute de couple. C'est-à-dire que quand on lit la manière dont Heidegger traite les poètes, il les traite comme des femmes. Oui. C'est-à-dire que c'est le même rapport que femme-homme. C'est une muse ou une putain. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc, donc à la fois il la vénère et puis il la maltraite. On peut dire ça comme ça. Alors, poétique et philosophie, ça c'est vraiment une des marques de fabrique de Guy, et j'y insiste un peu davantage. Pourquoi ? Parce que De Guy a écrit plusieurs ouvrages de poétique théorique, spéculative. J'en ai deux ici qui sont des livres célèbres. La raison poétique, dont le titre est vraiment kantien, et puis un titre peut-être encore plus kantien, bien que mieux déguisé, Réouverture après travaux, qui est un titre que Kant n'aurait peut-être pas employé, mais qui a une force propre. Et donc la poétique et philosophie, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas plus poésie et philosophie, poétique et philosophie, qu'est-ce que ça veut dire ? Les poètes, comme les peintres, comme les musiciens, comme les sculpteurs, ont une pensée de leur pratique. C'est tout à fait évident, ils ont une pensée propre.
très souvent beaucoup plus articulé que ce qu'on veut bien dire. Et ce que De Guy détestait, c'est que les philosophes viennent comme les inspecteurs de travaux finis pour dire ben voilà ce que veut faire le poète là, oui. Voilà ce que veut faire Góngora, etc., etc. Et donc il détestait cette manière de faire, et donc il a proposé une poétique de poète, mais susceptible de discuter, susceptible d'entrer en discussion avec des grands philosophes qui étaient ses amis, Derrida, Nancy, Lyotard, etc. Et sa conviction, et on peut dire qu'il a échoué d'une certaine manière, c'était que les philosophes prennent la poétique formulée par les poètes à ce niveau de densité philosophique au sérieux. D'accord ? Au sérieux. Parce que, évidemment, les philosophes ont souvent intérêt à considérer que, oui, quand les poètes parlent de... l'exemple même pour moi, c'est Descombes, dans Proust, philosophie du roman, oui. Où il dit la philosophie de Proust, c'est tout, sauf ce que Proust appelle la philosophie. Ah bon ? Pourquoi ? Oui. Oui, j'aimerais juste revenir sur le titre « Réouverture après travaux », puisque c'est « Attention travaux » qui est derrière, donc un texte d'Éluard et de Char, les premiers textes. Et je pense qu'on serait incomplet si on ne montrait pas, et je ne sais pas le montrer, que De Guy se débat pas seulement contre Heidegger, mais contre Heidegger et Char. Bien sûr. Et c'est vraiment ça le point. Bien sûr. Et moi je me souviens, puisque j'étais au séminaire du Thor, pas celui où était De Guy, mais celui d'après, d'une conversation grandiose, parce qu'il faut bien dire, entre Heidegger et Char. Heidegger disant voilà, je suis le poète, vous êtes le philosophe, nous sommes chacun sur un de ces sommets, nous nous faisons de grands signes. Et Char disant moi je pense que nous sommes plutôt comme deux prisonniers dans des culs de basse-fosse, et il y a un petit trou là, et j'essaye, le poète et le philosophe essayent de communiquer par ce petit trou en faisant des toc toc toc. Edmond Dantès et l'abbé Faria. Absolument. Et je crois que c'est très compliqué d'intégrer cette question à la poétique de De Guy. Vraiment très compliqué, justement parce que Char est poète. Bien sûr. Et que donc, il est multiple. Alors qu'au fond, Heidegger, il est tout d'une pièce. Et que quand on lit une ligne, on va trouver la dernière, même si on n'a pas son génie, on pourrait l'inventer. Une ligne de Char, vous ne trouverez jamais la dernière. Bien sûr. Pas plus qu'une ligne de De Guy. Et c'est là où se passe pour moi la différence entre philosophie et poésie. Et je pense que c'est essentiel. Le débat que tu évoques, il est toujours présent chez De Guy, jusqu'à la fin. C'est-à-dire, alors là, c'est plus, comme on disait, l'histoire de couple, poésie et philosophie. C'est plutôt le poète et le philosophe dans leur tension. Et De Guy avait une espèce d'appétit de faire en sorte, enfin, volonté pour que la poésie, comme il le dit souvent, et la poétique entrent dans le débat. Et il souffrait jusqu'à la fin, il était enragé. Il disait mais pourquoi est-ce qu'on mobilise jamais la poétique dans les débats, alors sur l'écologie par exemple, sur le vivre ensemble, etc. Et puis je finis juste pour le dernier point, j'ai dit poésie, poétique, poème. Alors la question du rapport entre le poème et la philosophie est une question très difficile et qui a rendu la lecture des œuvres de Michel très difficile, parce que De Guy est quelqu'un qui fait arriver la pensée philosophique à même le poème. C'est-à-dire les poèmes de Guy prennent en charge, dans leur versification, dans leur diction, du philosophique. C'est-à-dire c'est pas simplement, si vous voulez, des poèmes qui font penser, parce que les poèmes de Dupin font penser, et tous les poèmes font penser, et peut-être même les mauvais poèmes d'ailleurs font penser, il faut regretter qu'ils ne soient pas bons, donc déjà c'est une pensée, mais tous les poèmes font penser, et les poèmes de Guy ne font pas simplement penser à, ils font penser transitivement, parce que
il manie, hein, on en lira sans doute tout à l'heure, il manie des termes de la philosophie. Et c'est pourquoi, si vous avez une vision un petit peu de la poésie française du XXe siècle, hein, De Guy est né en 30, donc il est contemporain de Bonnefoy, il est contemporain de Jacotet, il est contemporain de Dupin, il est contemporain de Fourcade, hein, donc c'est quelqu'un qui arrive dans les années 60, à 30 ans. Et dans les années 60 à 30 ans, hein, quand tu es poète, quand tu veux faire de la poésie, ben, tu as d'énormes blocs en face de toi. Le surréalisme, Char, hein, qui est un rejeton glorieux du surréalisme, qu'il a complètement transformé, Michaud, hein, et les poètes dont Char était proche, c'est des poètes qui ont décidé de faire de la poésie grave, bien sûr, bon, pas tous, hein, on peut penser à Gershom Lucas, mais enfin, qui ont décidé de faire de la poésie grave, et c'est une poésie que les philosophes ont prise à leur compte. Mais De Guy, il ne fait pas ça. Il ne fait pas simplement de la poésie pour philosophes, il fait des poèmes où il y a de la philosophie, ce qui, à mon avis, est très différent. C'est fondamental, et c'est même pour ça qu'il est illisible. Parce que il est gréquissime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui ne soit un palimpseste. C'est ça le point. Et là, sa culture est partout. Sa culture philosophico-poétique, littéraire, et plus que française, évidemment. Elle est partout. Donc, si vous voulez, un texte grec, c'est un palimpseste. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quel que soit le texte que vous prenez, vous pouvez prendre Platon, qui voue Homère aux Gémonies. Bon, évidemment, il n'y a pas un qui ne soit tissé d'Homère. Et moi, l'une des fois où j'ai été le plus fière de où j'ai eu l'impression que je faisais vraiment de la philosophie, c'est quand j'ai montré comment, dans le poème de Parménide, lorsqu'il dit l'être, il décrit l'être comme, alors to et on, l'étant, comme enserré dans la limite de l'impuissant, en peirasidaismosin, et autotimimno, les pieds fichés dans le sol. L'être, cette sphère-là, enfin, alors tout le monde traduit, lié, bien lié, une sphère bien liée, etc. Non, c'est enserré dans les limites de l'impuissant, immobilisé dans le sol. C'est les mots qui servent à décrire Ulysse lorsqu'il passe au large des sirènes. Si vous n'avez pas pigé ça, vous n'avez rien compris. Donc, ça, c'est quelque chose qui montre qu'il n'y a pas une ligne de philosophème, il n'y a pas un philosophème qui ne soit transi de poèmes. Bon, et ça, De Guy le sait et le pratique. Et c'est pour ça qu'il est illisible. On n'a absolument pas la même culture. Peut-être que Nietzsche aurait pu lire De Guy. J'ai toujours pensé que le bon lecteur de Guy, ça aurait été Nietzsche. Parce qu'il connaît ses couches. Et il savait les distinguer dans tous les textes qu'il lisait, qui sont eux-mêmes faits de couches. Bon. Mais ça, je crois que cette idée du rapport au grec auquel on avait pensé, elle est d'abord là. Absolument. Elle est dans le fait qu'un texte est un tissu de palimpseste. Et que, alors, c'est un poème, ça veut dire que vous le sachiez ou non, c'est beau quand même. Ça vous fait quand même quelque chose. Juste ce qu'on avait choisi comme... Parce qu'on a un peu travaillé dans le train quand même, et pas seulement dans le train. Ce que je voulais lire, c'est le petit bout dans la Comme Maison, c'est page 119. Le poème n'est pas une réflexion. Lisant le poème, je ne livre pas mes réflexions à un public, comme je peux le faire dans une causerie. Mais quoi ? C'est apparenté à une définition. Vous voyez comment on retrouve l'idée de nom qui fuit, de mot qui fuit. Un poème, c'est une définition. Ça, c'est extraordinaire. Un poème, c'est une définition. Pour le déterminer, malgré la restriction kantienne de la définition à la seule géométrie, passons par l'indéfinissable, etc., etc. Mais j'en arrive à la fin. Je préfère dire qu'il y a du indéfiniment définissable. Donc, à définir, écrit à la façon déridienne de l'avenir, ce qui ne cesse d'advenir en n'arrivant pas. Mais alors, quelle est la muse de tout réel ? L'inspiration
qui relance, oriente, fait signe de la suivre. Réponse, la philosophie. La philosophie est la muse de la poésie. La poésie est la muse de la philosophie. Alors là, je crois qu'on est vraiment avec une violence extrême et une simplicité de manœuvre. Là, vous n'avez plus besoin de chercher le palimpseste. Hein, c'est le moment où, ça y est, on est hors palimpseste parce qu'on est dans l'inventivité que seule une poésie d'une simplicité extrême peut faire dire. La philosophie est la muse de la poésie est la muse de la philosophie. Et les mots de moi comme étrange s'enfuient. Voilà. Oui, c'est très, très frappant et je crois que ce que tu indiques comme l'étagement, si vous voulez, du poème, des langues du poème, des références culturelles du poème, est vraiment un trait stylistique très, très, très marquant de Guy, qui travaille, si vous voulez, plutôt par surimpression, hein, que par évidement. Hein. Alors ça donne, par exemple, parce que ce goût aussi de la langue, on va dans un instant écouter un second extrait, ce goût de la langue donne un certain type de poème qui c'est pas du quignard, c'est pas du docte. D'accord ? C'est-à-dire, on a cet étagement, oui, mais c'est pas à la fin. C'est pas du savoir. C'est pas du savoir. Alors je vous en donne un extrait d'un poème un peu érotique. Ça va ? Ouais. Même le samedi matin, comme ça, non ? Donc ça s'appelle Aphrodite collègue. Et donc il voit sortir une jeune femme des toilettes. Aphrodite collègue. Moderne Anadiomène des WC. Belle, la botticélienne, dans un grand bruit de chasse, s'encadre sur la porte verte, rajustant blonde à l'électricité, la tresse londe et d'une manche glabre de pull tire sur la jupe au niveau de l'iliaque. D'accord ? Et donc c'est un très très beau poème d'une dame qui sort des toilettes et qui se rhabille. Mais la remarque de Barbara ici vous donne la clé. La clé, c'est le mot anadiomène, c'est-à-dire le mot que les Grecs ont employé et que Botticelli en effet célèbre, en montrant Vénus qui sort des ondes, pensez au tableau de Botticelli, et qui a encore des gouttes qui ruissellent sur son corps. Et il y a une mémoire aussi du poème de Valéry, la tresse londe, c'est l'image de la naissance de Vénus. Et voilà comment De Guy fait des poèmes. Alors le génial, je trouve, c'est chasse. Oui, oui, parce qu'il y a ça, il y a une espèce de désinvolture. Il y a vraiment un côté brutal et presque copier-coller rock'n'roll chez De Guy. C'est-à-dire qu'il y a toute cette culture avec vigueur et vivacité. Et peut-être, du coup, Jeannot, si vous voulez bien, on va voir le deuxième extrait, parce que dans le deuxième extrait, vous allez voir comment il travaille. C'est-à-dire ce que vient de dire Barbara, vous allez le voir à l'œuvre, si j'ose dire. Merci beaucoup. C'est juste après ça. Oui. Alors là, je vais... Comment ça travaille la poésie ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, qu'on continue à appeler d'ailleurs le signifiant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la pensée, vous avez tout à coup une famille terminologique qui arrive là, qui pose sa question. Itude, vastitude, magnitude. Il y a travailler dans la langue, ça veut dire travailler, faire attention tout à coup à une famille de mots qui peut, à la faveur de laquelle on peut inventer de la pensée. Je vais essayer de développer un peu ce point. J'ai écrit il y a quelque temps un poème après la catastrophe de Fukushima, la magnitude. Alors, dans la magnitude, il y a deux choses à dire. Ou bien on peut prendre le mot comme un terme technique qui renvoie à une unité de mesure de la sismologie, de la secousse sismique, ou bien on peut l'entendre comme le problème général du genre, la grandeur, la magnitude. Comment refaire de la magnitude, c'est-à-dire non pas s'aviser contre les problèmes locaux, mais comment reprendre en vue
comme on reprend la grandeur. Alors évidemment, dès qu'on est dans quelque chose comme la grandeur, l'équivoque se mêle aussitôt. La grandeur, le colossal, la grandeur populaire au sens des programmes politiques. Non, il s'agit de toujours la même chose, c'est-à-dire de la dimension. Dimension, c'est un très beau mot, une unité de mesure poétique qui est cherchée pour remettre à l'attachement terrestre les intelligences humaines qui ne demandent que ça, d'une certaine manière, tout en étant constamment sollicités partout l'autre. Alors, en poussant un peu sur l'étude, vous voyez, quand j'attrape une famille lexicale comme ça, je vois arriver, j'associe un peu librement, mais je vois arriver tout à coup, le terme de Sangor, la négritude. C'était assez beau, ça avait une dimension d'être. Il a, dans son temps, essayé d'inventer quelque chose, c'est-à-dire une dimension humaine. Qu'est-ce que la négritude? Ça passe, il y a des querelles, c'est plus ça aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça, mais c'est une belle invention. Même on peut se souvenir aussi, l'époque, pourquoi pas Aurélien, la bravitude de Ségolène Royal. Elle cherchait, dans un mot comme ça, cherchait à inventer une dimension. Qu'est-ce que c'est que ça, la bravitude? Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la magnitude? Qu'est-ce que c'est ça? Vous voyez, travailler dans le langage, c'est travailler sur une famille lexicale, la famille en itude, magnitude, certitude, et la laisser apporter le sens, car c'est bien du sens qu'il s'agit, qui en même temps transite, c'est-à-dire se traduit d'un art à l'autre, intéresse la musique, intéresse la peinture, il faudrait parler aussi de tout ça, la sculpture, etc. C'est quelque chose comme ça que je cherche à faire avec le poème. Magnitude. Il est plus clair qu'un jour de mars, que la terre tectonique, la vieille réfractaire, se rétracte et vomit notre cuisine nucléaire. À l'échelle des magnitudes, la pénultième a frappé. Une fois encore au soleil levant, non, là où croit le danger, ne croit pas ce qui sauve, mais la perte. Il faut changer éole en éolienne, et Hélios en panneau, et le cœur qui sombre en cœur de sauveteur nippon. Voilà, c'est... Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là, il me semble que la dimension du palimpseste qu'évoquait Barbara Cassin il y a un instant est parfaitement à l'œuvre, hein. C'est-à-dire on le voit travailler sur une espèce de gamme lexicale, hein, qui est celle du suffixe itude, itudo en latin, et comme il dit, hein, je travaille, hein, vous avez dit, comme il met la main à côté de sa tête, il dit je travaille, hein, et je vois arriver, hein, je vois arriver. Ben, c'est ça pour lui le travail poétique, hein, c'est le voir arriver, hein, des mots, hein, il le dit, je vois arriver. Alors il mélange à la fois des mots de sa culture latine et puis de l'actualité politique, puisque c'est le moment où Ségolène Royal avait loué la bravitude de je ne sais plus quel secteur de la population, hein. Et il fait poème avec ça, hein, il fait poème, mais vous avez bien vu ce qu'il dit, il dit, parce que avec ces mots, hein, un surcroît de sens va être donné, hein. Donc, ça permet d'aller dans le sens de ce que faisait remarquer Barbara tout à l'heure, Barbara Cassin, c'est que à la fois vous avez une manière de concentrer, puisque De Guy là-dessus reste héritier de Mallarmé, concentrer dans l'espace restreint du vers plusieurs couches historiques, linguistiques, philosophiques, culturelles, et faire poème avec ça, c'est-à-dire, hein, les rendre, ces couches, leur donner une formulation qui va frapper. On faisait ce que les profs de lettres ont bien raison de faire, c'est-à-dire de montrer la combinaison aussi phonétique du mot, hein, vous avez entendu, hein, tectonique, réfractaire, rétracté, hein, c'est-à-dire un jeu d'assonance forte, hein, et puis en même temps, il est habité par toutes sortes de citations, hein,
la formule d'Hölderlin qui revient, hein, non, il est faux de dire que là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent. Non, non, pas du tout. Hein, là où croit le danger, pas ceux qui sauvent. Le grec, hein, il faut changer hélios en éolienne. Hein, et donc, voilà comment des mots arrivent au poète, qui est aussi un philosophe. Hein, je crois que c'est ça qui est singulier. C'est pour ça qu'on veut absolument, pas simplement vous faire entendre du De Guy, mais vous le montrer à l'œuvre de sa réflexion poético-pensive. Ouais, et en même temps, il y a un côté un peu rabelaisien dans tout ça. Parce que je ne sais pas qui a été aussi cultivé que De Guy, mais en tout cas Rabelais. Oui. Et quand on lit du Rabelais, ça sort là. Et ça fuse dans tous les coins, mais ça fuse sur des couches énormes de culture. Gréco-latine, toute la Renaissance est dans Rabelais, toute la Renaissance est dans De Guy, plus tout ce qui est arrivé à la poésie après, quoi. Le surréalisme est dans De Guy. Bon. Et là, tu disais tout à l'heure, c'est ça qui le rend difficile à lire, et je crois que c'est un point important, c'est-à-dire que De Guy partage avec d'autres poètes hein, qu'on aime, hein, Roubaud, etc., la conviction que le poème doit se faire mémoire du poème, hein, et donc hein, que de la même manière que le peintre cite, hein, parce qu'il cite une couleur, il cite une forme, il cite pas simplement des motifs, hein, le poème prend en charge hein, dans une espèce d'énorme charroi hein, la tradition poétique, et j'aime beaucoup que tu dises ça, si tu me permets, avec jubilation. Parce que bien sûr, c'est grave la poésie de Guy, hein, c'est de la poésie grave, c'est la poésie qui touche à des questions vitales, existentielles, la mort, l'amour, hein, les grandes questions, comme il le dit, hein, la vastitude, la magnitude, c'est-à-dire la question du terrestre, comme il le dira de plus en plus à la fin de sa vie et de son œuvre, mais en même temps, il y a une confiance, hein, une jubilation, une confiance dans la puissance d'invention du verbal hein, qui est constante. Donc, alors il avait trouvé un très beau titre pour dire ça, hein, et ça lui va très bien. C'est une expression qui semble avoir été son espèce de sigle, hein, l'énergie du désespoir. C'est une énergie folle hein, qui vient de ce désespoir. Et puis, hein, on va y arriver, et c'est un des points par lesquels Barbara Cassin n'a pas été simplement l'élève de Guy, mais aussi comment dirais-je, Aristote dit au début de la rhétorique hein, quelle est l'antistrophée de la dialectique. Hein, donc il y avait un rapport antistrophique entre Barbara et Michel hein, De Guy sur la question de la traduction. Hein, parce que vous avez vu, il dit... Hein, et voilà, et ça amène la manière dont le poème se traduit, hein, se pense la traduction les uns dans les autres. Et De Guy, et si tu me permets, je vais dire un petit mot là-dessus, et peut-être... alors je voudrais le dire prudemment et techniquement, pardonnez-moi, est peut-être un des grands poètes polyglottes français. Alors j'aimerais préciser ça. Le poème français, depuis le XVIe siècle, hein, et depuis la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, Malherbe est un poème monolingue. C'est-à-dire l'idée, hein, c'est évidemment d'ancrer la poésie française dans un français qui soit le plus reconnaissable possible. Et la grande polémique de Malherbe, c'est avec l'italien. Et ce monolinguisme de la poésie, hein, il va devenir le grand chant de la poésie française. D'accord ? Et les grands poètes qu'aiment les étudiantes, les lectrices et les lecteurs de poésie, c'est le poème monolingue français. C'est-à-dire, c'est Baudelaire, c'est Mallarmé, c'est Apollinaire, c'est Bonnefoy, c'est Char. Mais ce que fait De Guy, et ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître, il n'a pas été le seul, hein, parce que Fourcade au même moment a commencé à faire ça, hein, c'est de rendre le poème français polyglotte. C'est-à-dire de mettre dans le poème français de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, de l'espagnol, du portugais, du grec, du latin. D'accord ? Et pas du tout dans l'idée de faire une world poetry, hein, comme il y a une world music, mais au contraire pour accentuer le vertige du palimpseste, comme disait Barbara. Et ici, il faut vraiment noter une inflexion, c'est-à-dire que
De Guy part dans les années 50 d'une poésie qui est très impressionnée, qui est très marquée par le grand chant français, c'est-à-dire essentiellement Charles St. John Perse, hein, avec un attachement au lieu, au paysage, à la traversée, hein, le poète marcheur, hein, bon, les grands poèmes du début. Hein, je peux en lire un pour vous faire entendre ce que c'était. Hein. C'est des poèmes tout à fait magnifiques, mais si j'ose dire, dans une certaine suite française, pour citer un titre, hein, L'orage menace, un très beau poème, hein, quand les nuages épais tirent la nuit, bien avant son heure, quand le chemin rencontre un horizon de brume, avant l'horizon, quand les saules se tassent et frissonnent silencieusement, avant la venue du vent, quand l'humidité éparse blesse doucement les yeux, avant la tombée de la pluie, quand l'énigme enfume le terrier. Donc, très beau poème de marche, hein, d'ambiance, de brume, hein, de paysage. Et on va passer de ça à Aphrodite collègue, le poème que je vous ai lu tout à l'heure. C'est-à-dire un poème beaucoup plus rythmé, beaucoup plus entrechoqué. Et ce plurilinguisme s'est accompagné chez De Guy dès les années 80, au même moment où Barbara Cassin construisait sa propre pensée de la traduction, d'une réflexion constante sur la traduction. Alors De Guy a été un grand traducteur, hein, il a vraiment beaucoup traduit de poèmes, hein, du latin, du grec, de l'italien, de l'allemand, etc. Et en même temps, c'est un penseur de la traduction. Oui, on avait travaillé ensemble notamment sur Pindare, traduire. Et vous savez, dans la première revue de poésie de Guy, il faut savoir un truc, c'est qu'il avait, avant cette magnifique revue à Esperluette, il avait fait une revue qui s'appelait La Revue de Poésie, tout modestement, hein, il n'y en a qu'une, là, La Revue de Poésie. Mais ce qu'il y avait de incroyablement modeste, c'est qu'il avait commencé au numéro 100, pour pouvoir être sûr qu'elle allait s'arrêter. Donc c'était 100, 90, 80, etc. Évidemment, elle s'est arrêtée un peu avant. Oui. Au 40. Au 40. Ouais. C'était Pindare, le 40 ? Oui. Ouais. Elle s'est arrêtée à Pindare. Voilà. Mais, et c'était une revue qui traduisait Hölderlin, qui traduisait Gorgias. On a traduit ensemble L'éloge d'Hélène de Gorgias. Gongora, Hölderlin, voilà, au moins ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, et c'est ça qui est si magnifique dans la traduction, c'est que ça vous fait comprendre votre propre langue. Et ça vous fait sentir votre propre langue comme vous ne l'auriez jamais senti si vous y étiez resté sans la déterritorialiser. Et j'en veux juste un mot. Aucun est l'embrayeur du vertige. Aucun. Mais aucun n'est l'embrayeur du vertige en français que si on comprend qu'il est ambigu et que ça peut être un positif, ça peut être un négatif, ça dépend de comment c'est fait, et en tout cas ça se traduira de plusieurs manières, absolument hétérogènes, comme sens. On comprend que sens est un embrayeur du vertige. Si on essaye de le traduire en anglais, vous le traduisez par meaning, par sensation, par direction. Bon, et c'est cette comparaison, le fait qu'il y a plusieurs langues et qu'on les flaire, pas besoin de les connaître, mais qu'on les flaire, fait que sa propre langue est elle-même étrangéifiée, vastitudée. Enfin, il se passe quelque chose d'autre avec sa propre langue quand on en connaît une autre et qu'on peut la comparer. Et c'est ça, la traduction, c'est un savoir-faire avec les différences qui les installe, ces différences, dans le cœur du propre. Ça qui est si passionnant avec la traduction, et c'est ça que Michel faisait, entendait et appréciait dans le dictionnaire des intraduisibles. Oui, alors deux choses, hein, parce que, ou même trois, c'est-à-dire que il y a, comme il y a Barbara Cassin, penseur de la traduction, il y a De Guy, penseur de la traduction. Alors il y aurait beaucoup à dire ici. Je dirais moi une seule chose, hein, c'est que De Guy n'a jamais été prisonnier d'une pensée de la traduction qui irait du côté du messianisme des langues. Hein, c'est pas du Benjamin, pour reprendre. Parce que chez Benjamin, pour aller vite, dans le célèbre texte de 17, La tâche du traducteur, il y a l'idée que quand on traduit, c'est quelque chose contre quoi Barbara a beaucoup écrit, mais Michel aussi de son côté, on irait vers une troisième langue pure,
qui serait la langue de la pensée. Et en fait, ce sont des reliquats, il faut le dire. Les benjaminiens n'aiment pas que je dise ça, qu'on dise ça, mais c'est vrai. C'est un reliquat de hegelianisme. Hein. C'est la fin des paragraphes 560 de l'encyclopédie des sciences philosophiques. Hein. C'est-à-dire, c'est dans le mot que nous pensons, mais un mot qui est débarrassé de toute matérialité. Alors, De Guy ne croyait pas du tout à ça. C'est dans le Wort. Oui, hein, De Guy ne pensait pas du tout ça. Il pensait qu'on pense dans vastitude, hein, on pense dans chasse, on pense dans anadiomède, on pense dans la matérialité des mots. Hein. Et donc, bien qu'il ait été très proche de Berman et qu'il a beaucoup fait pour la publication des œuvres de Berman, ça, c'est sa pensée poétique. Mais je pense que Berman était d'accord avec ça. Oui, absolument. Oui. Absolument. C'est pas bien que. Non. Oui. Même s'il a, avec Berman, partagé la passion pour Benjamin, pardon, j'ai été trop vite, il ne partageait pas cette lecture de Benjamin, qui est celle d'Agamben, par exemple, hein, qui est l'idée qu'à l'horizon de la traduction, il y a l'effacement de la matérialité du langage. Pas du tout. Il y a De Guy, comme on a dit, traducteur, et c'était vraiment un traducteur formidable, hein, et convaincu de la richesse aussi collective, hein, du traduire ensemble, hein, ce que vous aviez fait dans la revue de poésie et qu'on a continué avec lui à faire dans Poésie. Et puis il y a le De Guy qui, dans le poème, fait arriver des termes de l'étranger, hein, et les fait sentir à la fois pour en réactiver la valeur poétique, hein, mais aussi pour produire des effets hein, qu'on appellerait des effets de cut, hein, c'est-à-dire des effets de cassure, hein, de brisure dans le vers. Et comme c'est quelqu'un, alors ça il faut le dire aussi, hein, qui avait une technique de versification admirable, hein, parce qu'il ne faut pas du tout croire que depuis le vers libre, les poètes aient arrêté de faire des vers métrés, hein, c'est pas du tout le cas. Comme il avait une technique en fait, il se méfiait de ça. Il se méfiait. Et le mot étranger, hein, ou la dénivellation, hein, c'est parfois une solution pour faire... pour casser la perfection du vers classique. Hein. Cuté. Hein. Comme, si vous voulez, chez un peintre comme Bacon, hein, qui a une telle technique, eh ben, il fait couler à un moment, hein, pour justement casser la belle figuration, hein, la belle emphase, comme et oui, bien, tu disais un mot de poésie, hein, la revue Poésie, hein, la revue qu'il a fondée, comme la revue de poésie, hein, c'est une revue qui a vraiment mis la traduction au cœur. Hein, c'est-à-dire que généralement la revue s'ouvre, hein, par ou des retraductions, ou des traductions, ou des réflexions sur la traduction. Hein. Et je crois qu'on ne mesure pas encore assez, hein, la révolution qu'a été pour la poésie française, hein, ce type de démarche, ce type parce que vraiment, si on prend l'œuvre de Char, et même l'œuvre de Bonnefoy, qui était un grand traducteur, hein, mais monolingue, c'est-à-dire que son poème français est monolingue. Et si on prend De Guy, alors là vraiment on a changé de monde poétique, bien que on parle de contemporains stricts. Hein. Et si j'ose dire, et avec toute l'admiration qu'on a pour lui, hein, Jacques Côté, c'est un poète du passé par rapport à De Guy, hein, au sens où, oui, ben, c'est vraiment un poète de la grande syntaxe française, hein, de la douceur du lexique, hein, et De Guy a essayé de sortir de ça. Voilà. Vous jugerez, puisque vous achèterez tous ces livres, hein, vous jugerez s'il y est parvenu, mais il y a un effort extraordinaire pour De Guy, hein, de se sortir de sa propre tradition poétique. Oui. Peut-être... on peut rester un tout petit peu sur la différence De Guy, Char, Fourcade. Bien sûr. Parce que c'est pas facile. Non. Et tu as tout à fait raison de dire que De Guy a fait advenir, au fond, le polyglottisme dans la poésie française. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a, chez Char par exemple, un polyglottisme intérieur. Oui. Et au fond, c'est ça qui les lie, on peut dire. C'est qu'il y a du cut chez Char. Et je me souviens vraiment d'une conversation avec Fourcade, où il m'expliquait que ce qu'il aimait chez Char, c'était le fait que quand il avait une phrase, bon, magnifique, hein, et des mots qui n'auraient pas dû être dans cette phrase. Absolument. Et qu'on tombait il y avait des effets de coupure, justement, au sein d'une phrase. Absolument. Autrement dit, il y a des glottes dans la langue. Oui, et ça contribue, si tu me permets, beaucoup à la beauté de la poésie de Char. Bien sûr, c'est ça, c'est dans ça que ça tient, c'est à ça que ça tient. Bien sûr.
C'est en ça qu'il est moderne, on va dire, ou qu'il est contemporain peut-être. Et c'est aussi sans doute ceux qui tiennent du surréalisme, hein, c'est-à-dire du génie quand même absolument indiscutable de Breton, en tout cas du premier Breton, de Nadja, c'est-à-dire de faire advenir dans le vers la surprise. Alors, juste pour faire écho avec ce qui vient d'être dit, une lecture très brève d'un poème qui s'appelle L'Iconoclaste. Et après, on enverra le troisième extrait. Oui. On est d'accord, hein, Alors, voilà, il y a un petit argument. Donc, l'iconoclaste, petit argument. J'invente ici le poème où s'abrège et se remémore le livre que je viens d'intituler L'énergie du désespoir. C'en est une dernière version. Le poème commence. Plutôt que de rien comme Guillaume, je puis écrire un poème avec tout et rien. En tout rien, tout bonheur. Est-ce que cela que l'on attend? Tu seras réduit en temps, sablier, ton corps passe en âme, ton âme distendue, poussière maintenant, heure par heure, tout devient temps. Le temps se perd, la mort étant sa pulvérisation, que restera-t-il entre les seins de la parenthèse, tes dernières paroles? Nous savons que le temps a duré des millions d'années, que le soleil mourra, qu'il n'y a pas d'autochtonie, rien que de l'errance et de l'évolution, pas de création, pas de propriétaire, pas d'élection. Il faut refonder sur l'Ecclésiaste, c'est-à-dire ne plus fonder. Et de même que le singe de K cherchait une sortie hors du simiesque dans l'humain, de même, l'homme se dégagerait en cherchant une sortie de secours hors de l'humain dans le non-humain. Qu'est-ce que le non-humain? Qui n'est certes pas l'inhumain? Il nous faut aller là où nous ne sommes jamais allés, sans retour, trans en danse, le trans est la fiction, le principe est celui de l'hospitalité, la poésie est l'hôte du poème de la circonstance. Quelle est la circonstance? Mais voici l'essence de l'hôte. On ne sait pas qui c'est. C'est la vieille Déméter méconnaissable, au foyer brillant de Séléos, qui trempe en secret l'enfant dans un bain de braise. Donc là, vous avez vraiment à la fois le grec, le jeu sur le préfixe trans, vous avez cette poésie accueillante à toutes les langues pour produire du cut. Est-ce que on peut voir le troisième extrait maintenant? La régie est pensive. On peut voir le troisième extrait? Merci. Exercice du renversement. Achille au chant 11, je dirais le contraire. Mieux vaut vieillir dans les nuits alternées à cause de la pensée qui ne croit qu'avec l'âge. C'est la flèche qui invente la cible, et la lyre a plus de cordes à son arc que l'arc. Nul n'est juste involontairement. La joie est aussi incurable que la tristesse. Mortellement réduite à sa maquette, la terra incognita attend encore un peu. Le vaste se réserve contre dévastation. Que crée la création continue par nos soins, tisser avec le fini un lien plus infini, disaient les romantiques. L'admiration sans décimètre démesure les tenseurs de l'immensité. La partie est plus grande que le tout et la chair se fait verbe. Alors là, si vous commentez ça, c'est des poèmes, si on veut, c'est toujours une poème, il faut insister là-dessus aussi, c'est des poèmes, si on veut, assez savants. Le savoir, qui renvoie à ce qu'on appelle toute la culture, est infusé dans ce poème. Par exemple, quand je me permets de commencer Achille au chant 11, je fais ici une allusion à Homère. Quand Homère fait dire à Achille, il aurait mieux valu vivre comme laboureur et obscurément. Qu'est-ce qui vaut mieux? Une vie brève et éclatante, une vie
interminable et sans gloire. Alors, je fais une allusion à ce passage du fameux chant 11 homérique, Achille, je dirais le contraire. Mieux vaut vieillir dans les nuits alternées à cause de la pensée qui ne croit qu'avec l'âge. Et je reprends en les renversant des axiomes, si vous voulez, des pensées, telles que c'est la flèche qui invente la cible. C'est-à-dire, ça pourrait caractériser le poème, ça aussi. Le poème étant une flèche qui invente sa cible. Il n'y a pas la cible déjà là et la flèche qui va se rendre, c'est la flèche qui invente sa cible, qui va taper juste en faisant tout d'un coup apparaître la justesse. Alors là, il y a une immense querelle en ce moment dans le milieu intellectuel, touchant le jugement. Il faut faire aussi de non-développement. Au fond, pour en finir avec le jugement de Dieu, texte fameux d'Artaud, pour sortir du jugement, c'est aussi un texte contre Cheveux, qu'est-ce qui se passe avec le jugement? Pourquoi le jugement ne serait pas bon? Il y a dans le poème une affaire de justesse. Taper juste ou non, ça veut dire donner une proposition qui soit reconnaissable comme juste ou refusable. Donc je ne suis pas du tout parti du côté de ceux qui envoient promener le jugement, c'est-à-dire qui disent non, la pensée n'est pas jugée. Alors penser c'est juger, voilà aussi qui renvoie à toute une bibliothèque de philosophie, ça fait toute la critique ancienne du jugement, qui vient un troisième critique de la connaissance, la raison pratique, le jugement. Voilà. Donc si vous voulez, voilà un exemple de grande discussion. Au fond, sortir du jugement, c'est sortir de la dimension foncièrement parlante de l'être, c'est-à-dire renoncer à essayer de penser le prélogique, l'antéprédicatif, comme si ce qui était à comprendre nous attendait dans l'antériorité, dans ce qui se passe avant le devenir parlant. Y aurait-il, dans un rapport à la pensée secrète et touchant qui serait au fond la vie même, antérieure à ce devenir parabolique, ce devenir parlant, ce devenir figurant, cette entrée dans la figurativité du rapport aux choses, qui nous tape jamais, comme je ne dis pas Saint Paul, nous le verrons face à face, nous le verrons toujours en figure. Alors, cette question-là, si le voir en figure, encore une fois, par le voir en figure aussi, je mets là, ensemble, il faudrait les prendre ensemble, les différentes muses, les différents arts, la danse des muses de Matisse, c'est-à-dire ce que quelqu'un fait avec la musique qui n'est pas hors langage, ce que quelqu'un fait avec le film aujourd'hui, ce que quelqu'un fait avec la peinture, où en est la peinture aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle montre, etc. Pourquoi, qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que devient la peinture quand elle devient abstraite? Il y a une sortie de la figuralité qui est aussi un aspect du culturel aujourd'hui, de proposition, l'installation. Pour se demander qu'est-ce que c'est qu'une installation. Comme vous voyez, ça fuse. Ça fuse et ça infuse et ça diffuse. Voilà. Non, l'extrait est très... inspire beaucoup de réflexion, bien sûr. Il y va, comme vous avez vu, de la manière dont justement il se rapporte au savoir, à la question du savoir. Il le dit, ce sont des poèmes savants, différents types de savoir. Il y va aussi pour lui ici de la question de savoir comment ces poèmes de savoir peuvent être lus, reçus, et comment il repose, selon lui, sur une pratique de la justesse poétique. Le poème doit taper juste, il doit inventer sa cible, et il doit créer donc justement chez le lecteur, c'est pour ça aussi qu'ils exigent, ces poèmes, une certaine lenteur dans la réception, c'est pas des poèmes qu'on peut lire comme ça à la va-vite, mais qui se savourent d'une certaine manière. Barbara ? Mais non, j'aurais trop de choses à dire, point par point, quoi. Enfin, on voit bien que ce dont il s'agit, c'est en gros de la culture et du jugement. Mmh. Et ce qu'il y a derrière, quand même, c'est Arendt. C'est-à-dire, c'est pas seulement Kant,
c'est Hannah Arendt, dont on a traduit ensemble avec Patrick Lévy, sous la direction de Patrick Lévy, la crise de la culture. C'était au moment où on travaillait tous ensemble dans ce qu'on a appelé la rue de l'Anneau, c'est-à-dire une université alternative après 68. Et cette université alternative, elle a travaillé Góngora, elle a travaillé Dante, et elle a traduit Gorgias, et elle a aussi traduit Arendt. Voilà, en gros, les grandes Pindar. Bon. Donc, il n'y a pas un mot qui, pour moi, il n'y a pas une phrase qui n'ouvre pas une boîte. Et plus qu'une boîte, c'est-à-dire une boîte diffusante. Mais peut-être que ce qu'il y a de très important, c'est que puisqu'on se demande c'est quoi la poésie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à en faire, on a à en faire de la culture et du jugement. C'est exactement ça le point. Et c'est comme ça. Et heureusement, elle invente sa cible, parce que maintenant la cible, elle est un peu diffuse et disparaissante. Mais la poésie, ce qu'elle a à faire, c'est à enseigner le plaisir de la culture et le plaisir du jugement. Et ça, c'est politique. C'est strictement politique, et c'est ça que montre ou que démontre Arendt. Je pense que De Guy était très profondément arendtien, très simplement et sobrement arendtien, et non pas heideggerien, justement. Absolument. Donc, vous voyez, la grande différence, c'est que pour Arendt, l'homme, pour Heidegger, l'homme est le berger de l'être, l'être est déjà là, et soyez donc fidèles et dites-le. Bon, ça, c'est la grande poésie, c'est-à-dire, c'est rien, c'est la philosophie de Heidegger, c'est certainement pas la poésie pour De Guy. Et pour Arendt, le jugement, c'est ce que nous avons tous à faire, poète et philosophe. C'est le point de jonction entre les deux. Et c'est pour ça que, si vous voulez, moi je me suis tellement intéressée à Arendt, c'est parce que, au fond, elle est strictement sophiste. Il s'agit je prends la dernière phrase de Protagoras, c'est « Et toi, il te faut supporter d'être mesure ». Bon, eh bien, c'est cela, je trouve, qui passe dans tout ce qu'on entend de Guy, la culture et le jugement. Et toi, il te faut supporter d'être mesure. Démerde-toi. C'est comme ça que la poésie va être en avant et sera faite par tous et non par un. Donc, on retrouve tous les mottos qui ont bercé, si j'ose dire, mon hippocagne. La poésie doit être faite par tous et non par un. Et toi, il te faut... Bon, voilà, on y est. On est dans la poésie. Oui, et politique. Donc, on arrive au nous. C'est peut-être ton dernier extrait. Oui, juste avant qu'on projette le dernier extrait, souligner ce point, c'est que l'exigence arendtienne de Guy, c'est justement de confronter les jugements et d'accepter leur pluralité. Il était proche de Lefort aussi, qui était un grand lecteur d'Arendt, vous le savez. Et sa conviction, c'est que la poésie a sa place dans ce débat de jugement, parce que, comme il le dit souvent, la poésie fait des propositions. Oui, c'est la muse. Oui, c'est ça. Elle arrive pour dire quelque chose de quelque chose, elle aussi. Et l'effet, si j'ose dire, pour ceux qui l'ont connu, de cela dans la vie de Guy, c'est que c'était un homme qui avait un caractère polémique infini. C'est-à-dire qu'il était tout le temps en pétard, de Guy. C'était un homme qui ne cessait de débattre, de chercher la bagarre, et justement parce que la question du jugement, c'est pas du tout une question tiède. De Guy n'était pas un tiède. Ça, c'est sûr que non. Alors, au-delà de l'aspect polémique et agonistique de la personnalité de Guy, il y avait aussi la recherche de la construction d'un nous. Et donc, on peut peut-être voir le quatrième extrait sur le nous, s'il vous plaît. Ça permet de dire sur l'écologie aussi. Oui.
La fin du monde a lieu chaque année maintenant un peu plus tôt. Cette année, la fin du monde a eu lieu le 8 août en pleines vacances. L'information en fut communiquée aux humains dans l'indifférence. L'annonce n'en est pas encore venue. Le nom même du menaçant n'est pas reçu. Il s'entend le géocide. Le génocide en fut et les génocides en sont les prémices. Il ne pourra y avoir qu'un géocide. Je me radicalise donc à mon tour pour la seule radicalité non homicide. Le XXIe siècle sera écophilique, noétique, politique. On ne sera pas. La question étant comment faire travail collectif avec tout ça, qui va nous amener à la revue de poésie. Comment faire de tout ça quelque chose qui appartienne à nous. Ça vous rappelez ce mot que j'ai évoqué ici, le mot fameux de Lautréamont, qui a été pour moi décisif pour ce qui est de la formation de nos revues. La poésie doit être faite, ou sera faite, ou pourra être faite par tous. Qu'est-ce que veut dire tous? Tous, c'est pas tous, c'est à nous tous ensemble qui tout à coup font quelque chose ensemble. La poésie faite par tous, ça veut dire la poésie faite par nous, mais encore une fois, dans ça, c'est le monde de la musique, du film, le monde de la peinture. C'est donc faire des résister à l'irrésistible, c'est s'associer à quelques-uns dans cet esprit du faire ensemble quelque chose. C'est ça le fait, la partie qui donne sur le tout, et le tout ne donne que sur la partie qui donne le tout, etc. Donc, la revue politique qui continue aussi, elle, malgré tout, c'est-à-dire malgré la désaffection pour la lecture en papier, malgré la vie à l'écran, malgré qui cherche à retenir l'attention, notre attention est une vieille attention et une nouvelle attention. Et faire le malin, c'est pas là? Oui, alors peut-être quelques mots, et peut-être que Barbara voudra enchaîner. Donc, peut-être deux dimensions à évoquer maintenant. Bon, la première, c'est que vous avez vu le texte que De Guy a lu, c'est un texte de 2018, écologique, c'est un texte de 2018, donc c'est vraiment le tout dernier De Guy, il est l'auteur, à partir de 2016, d'une trilogie qui s'appelle Écologique, comme il y a eu les mythologiques de Lévi-Strauss, et c'est la conviction qu'il partageait d'ailleurs avec Latour, même si sur des plans, des formations, des horizons même de pensée différents, puisque De Guy a été assez étranger à la tradition pragmatique américaine, mais enfin bon, conviction qu'il partageait avec Latour, que l'écologie n'était pas simplement la question politique d'aujourd'hui, et plus que politique, destinale d'aujourd'hui, et que dans la manière de formuler cette question et de faire arriver des réponses, la littérature, la poésie, les arts avaient leur mot à dire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a habité complètement à la fin, c'est que il faut du poétique. Alors, attention, pas du tout pour faire des petits poèmes mignons sur les sapins. C'est pas ça, c'est pas la poésie n'est pas là pour enjoliver le désastre. C'est pas du tout ça qui est en jeu. C'est avoir une réflexion poétique et écrire des poèmes qui soient à la hauteur de la dévastation. Donc c'est pas du tout, comme il disait, le poème apéritif. C'est pour ça qu'il était toujours en colère contre les poèmes dans le métro, contre le printemps de la poésie, même si on y allait tout le temps, etc. Parce qu'il disait non, il faut pas réduire la poésie au rang de la petite cousine malade qu'on met en bout de table et à qui on donne des miettes et des coupes de champagne Non, c'est pas ça. Et donc cette réflexion sur le poétique et l'écologique s'articule à une réflexion politique proprement sur la construction de collectifs de création. Alors il y a un grand épisode qui est l'Améréide, qui est un épisode qu'il a lié à des poètes argentins, Godo-Yomi, qui était donc la création d'une espèce de caravane de poésie, etc. Mais cette réflexion, des phalènes, cette construction du collectif poétique, elle a donné lieu
pour lui une institution du sens de la création collective, qui est la revue Poésie, et qui continue, sans lui, mais avec lui aussi, hein, dont le dernier numéro s'appelle justement De Guy, et sort lundi. Voilà, et donc vous allez non seulement vous y abonner, mais y abonner tous vos amis pour Noël. Voilà, donc ça c'est l'obsession du collectif qu'il avait dès la revue de poésie que vous aviez créée ensemble. Oui, les Phalènes, c'était des performances, vraiment on appellerait ça comme ça maintenant, et le mot avait été trouvé à la surréaliste, c'est-à-dire dans un dictionnaire, on était tombé sur ce mot-là, et c'était évidemment, on sortait, c'était des sorties, et on se retrouvait toujours dans les endroits beaux, c'est-à-dire près des poubelles, en gros. C'était toujours là, dans les grandes poubelles. À côté des grandes poubelles, il y a des endroits libres. Bon, et on se retrouvait toujours là, à dire des poèmes, un peu n'importe comment. Enfin, sûrement pas n'importe comment, mais à l'époque, je ne me rendais pas compte de quel... Tu as un texte sur la Phalène, non ? Oui, je voulais juste le dire, la fin du texte sur la Phalène qui est très beau. Oui. C'est la parole qui fait place et réciproquement, initiale, initiante de la parole et de la spaciosité, dans l'occasion toujours imminente du cercle, qui ménage la compatibilité du successivement et de l'ensemble, du chacun son tour et du en même temps, temps, espace, parole, liberté en cercle, dans le cercle de l'Assemblée, que désigne peut-être encore ce mot trop usé de fait. Comment être ensemble, écrire est difficile et rare, parler est difficile et rare. C'est dans Figuration. Oui. Alors peut-être que ce qu'on va faire avant de vous donner la parole, parce qu'on tient à ce que vous puissiez... c'est faire deux choses. On va d'abord chacun lire un poème de Guy, et puis ensuite on projettera, ça sera le dernier mot sera de Guy, un mot où il définit, vous allez voir de manière extrêmement spéculative, ce qu'il appelle par éthique. On lit un poème de Michel, tu es d'accord ? Je ne sais pas lequel. Bah vas-y, choisis. Non, je ferais plutôt... Oui. Oui, alors je lis Europe à Lisbonne parce qu'on s'est retrouvés ensemble tous à Lisbonne. Et je me souviens d'avoir lu à ce moment-là la traduction de l'éloge d'Hélène que nous avions fait ensemble, de la traduction de l'éloge d'Hélène de Gorgias, qui a fait l'objet d'un numéro de la revue de poésie. Et donc, on était tous là, mais, comment dire, c'était vraiment pas une Phalène quand même. Hein. C'est-à-dire que c'était normé. Europe à Lisbonne. L'amour s'est libéré de la prison d'amour. Regarde. Il reste ce beau vide d'amour évidé. Ce mouchoir de marbre que la menthe agitait à l'océan agité, ou à la menthe captive un troubadour captif. Et maintenant, décrit le château d'eau pétré, le château de Vigie capitane, qui fit au renaissant penser au féodal. Vœu accompli d'un prince, accomplissant le vers de Gongora, d'une tour de vent construite en rareté. Et maintenant, le sage tapis de tage tiré se retire à ses pieds. Le savoir s'est aussi retiré, comme un jusant, sous une sécheresse ignare où les notices jettent une écume de date, de la tour de Bélem à la tour de Stephen. Je veux ne pas médire du sens de la visite qu'autorise le ticket culturel polyglotte. J'y suivais dans la cage la femme de ménage qui a fonction de bien tenir ce vide bien avide, de nouer la faveur de la pierre au 3e palier et de ranger turban de pierre, écu de pierre, de sultan, de croisé, de ménager retour à l'amour qui ne reviendra pas.
est donc un des poèmes inédits que vous trouverez dans la revue Poésie. Après ce merveilleux poème sur Europe à Lisbonne, donc c'est dans une liasse des poèmes auxquels De Guy travaillait à la fin. Un poème qui s'appelle « Adieu donc Joachim », qui est sur son rapport constant à Du Bellay. « Adieu donc Joachim, plus te paiser l'Irée que le mont Palatin, et différent d'Ulysse, tu n'es pas reparti vers le mont analogue avec tes amis. Hölderlin, après toi, fit retour à son lac, et malgré le penseur, fut oublié 2 fois du peuple. Non loin de toi, Reverdy fit retraite, et Camaret pour Saint-Paul-Roux, plus surréel que Montparnasse. Mais à la terre s'applique la question de Descartes à la cire, la même chose demeure-t-elle. Il faut avouer qu'elle demeure, même si la Wohnung n'est plus le Heim, faisons voler en éclats son identité emmurée, ethnique, nationale, pour la garder insoumise, incognita, belle, reconnaissable. Enseigne-nous la reterrestration par la défense et par l'illustration. Blue is the planet, but green is the world. La morale. On est, mais finalement, à quoi te reste aujourd'hui l'attitude morale pour toi? Je dirais, je cherche un axiome qui serait pas forcément éloigné, moins de l'axiome kantien de la morale, qui soit un axiome pour aujourd'hui. Finalement, je résumerais l'attitude morale de quelqu'un à ne pas faire le malin. Ne pas faire le malin, ça suffit pas. Ne pas faire le malin, autrement dit, la bonne volonté. Bon, je suis très désolé. Je cherchais là tout à coup à présenter un axiome éthique pour la manière d'être aujourd'hui qui coïncide, qui correspond à ce que je vais appeler l'attention. Ne pas faire le malin. Ah, ne fais pas le malin, fais attention. C'est bon, merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à vous deux, Martin Rueff et Barbara Cassin, pour ce dialogue très fécond, très riche, pour lequel moi je retiens évidemment un certain nombre de choses, mais au fond, je crois que cette idée du collectif, du nous, me paraît vraiment relever d'un dénominateur commun, que ce soit dans le palimpseste, la logique du palimpseste que vous avez dégagé, où le collectif se niche dans le texte, que ce soit dans les projets qui ont été menés avec les uns et les autres, ou que ce soit encore, ne serait-ce que là, dans ce collectif à deux, par ce duo, par cet hommage. Et il me semble que voilà, je trouve que c'est un peu l'arrière-fond, au fond, de ce beau dialogue qui va se prolonger, et donc ce collectif va s'agrandir par votre participation. Les questions sont à vous. Un grand merci à tous les deux. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Moi j'ai une question assez courte, c'est quoi un palimpseste? Le palimpseste, c'est le nom technique du manuscrit qui contient un texte sous lui. Je veux dire, une phrase, et ça a été gommé, et il y a une autre phrase dessous qui apparaît. Parce que les manuscrits, si vous voulez. Non, mais comment ça s'appelle? Les codex. Oui, enfin, bon, disons la peau, le parchemin était très difficile à trouver, il n'y en avait pas beaucoup, etc. Donc on réécrivait dessus. Et le palimpseste, c'est l'écriture de dessous qui réapparaît. Donc c'est ça le terme technique. Hein. Paline veut dire à nouveau de retour.
ça fait retour dessous. Et l'expression est parfois employée, comme on a pu le faire, de manière un peu métaphorique pour indiquer un des effets de superposition et de retour, comme le disait Barbara, d'anciennes traces de langue, comme par exemple quand dans Phénomène, ou dans Phénoménologue, par exemple, vous faites entendre logos et phénoménon. C'est comme si l'histoire de la langue était déposée par transparence dans un mot. Et donc l'idée, c'est de faire remonter par réactivation étymologique, par exemple, ou par superposition, ou par insistance. Par bouger dans les phrases. Il y a une phrase qu'on connaît et elle bouge un peu. Vous voyez, là où le croit le danger, ne croit pas ce qui sauve. Voilà. Bon, voilà. Ça, c'est un palimpseste. Ça, c'est un palimpseste. Tout d'abord, merci pour cet hommage à un auteur que je ne connaissais pas personnellement, que j'ai découvert avec grand plaisir. Donc, pour rebondir sur le palimpseste, qui étaient les lecteurs de Guy? Parce que, comme il l'a dit, ce sont des poèmes savants. Donc, ça suppose quand même une certaine culture pour donc apprécier tout ce jeu des mots et de la poésie. Oui. Moi, j'aurais envie de répondre en tant qu'élève de Guy. De Guy faisait cours comme ça, palimpsestiquement, terriblement. On était ses élèves. Ça voulait dire qu'il en restait quelque chose. On percevait qu'il y avait quelque chose. Et ça nous faisait chercher. Mais je crois qu'un poème de Guy, c'est un palimpseste, c'est construit, c'est culturel, mais c'est aussi une entité en soi. C'est une chose. Voilà que quelque chose est arrivé. Bon, et c'est là. Et démerdez-vous avec ça. Donc, c'est pour répondre toutes ces personnes, comme d'habitude pour les poètes. Oui, si Barbara le permet, je vais compléter sa réponse avec laquelle je suis évidemment en accord. Votre question, elle a plusieurs types de réponses, n'est-ce pas? Parce que ça peut être une question plus vaste sur quel est le public de la poésie, et le public de la poésie, il faut toujours rappeler que c'est comme dit Barbara, tout le monde est personne, et que de toute façon, si la réponse est quantitative, on s'aperçoit que ça n'a pas beaucoup bougé en fait. C'est parce qu'il faut rappeler que en 1857, quand les Fleurs du Mal paraissent, il tire à 500 exemplaires et qu'il met 10 ans à les écouler. Donc ça fait 50 exemplaires par jour, ça fait un exemplaire par 50 exemplaires par année, un par semaine, quoi. Voilà. Donc si vous voulez, voilà. Alors en revanche, il faut rappeler quand même que la poésie se diffuse et il ne faut surtout pas faire de discours calamiteux, heideggerien sur la fin de la culture, etc. C'est pas du tout vrai. Les poèmes de De Guy, ils existent en poche, et donc par exemple, ces livres-là, ils sont tirés à 3000 exemplaires, donc ça circule, si vous voulez, ça circule. Oui. Et puis il y a une évolution, c'est un poète qui commence dans les années 50 et qui publie son dernier recueil en 2022, donc c'est pas exactement le même public, mais maintenant il est dans des programmes scolaires aussi, De Guy. Mais ce que je veux dire, pour répondre à votre question peut-être plus directement, c'est que c'est pas grave si on comprend pas tout. Bien sûr. C'est pas le problème. C'est un des problèmes, mais c'est pas le problème. La chose, c'est que quand, je sais pas, quand j'ai lu des trucs, là, quand j'ai lu un poème, vous l'avez entendu. Et je dirais tout est là. Après, vous pouvez creuser et dépalimpsestiser autant que vous voulez et vous faire aider pour ça si ça vous tente. Mais c'est pas grave. Oui, parce que c'est aussi des poèmes très beaux et très poignants et souvent très déchirants, notamment les poèmes d'amour, les poèmes de proximité assez morts sont des poèmes terribles, dans lesquels le palimpseste est utilisé, pour reprendre ta catégorie, est utilisé aussi comme un filtre d'humour, pour pas être trop en contact directement avec le deuil, etc. Et donc, c'est des poèmes qu'on peut, comme tous les grands poèmes, lire à plusieurs niveaux et aussi à plusieurs vitesses. Et aussi à haute voix. Et aussi à haute voix, oui, absolument. Et vous trouvez d'ailleurs, pour vous orienter, vous trouvez sur Internet, sur YouTube, beaucoup de moments où on voit, on entend De Guy lire, et c'est toujours formidable. Vraiment.
Oui, dans un texte, il était fait référence à l'Ecclésiaste et à la transcendance. Quel était son rapport à la transcendance et à l'héritage peut-être un peu biblique? Tu veux répondre? Parce que moi, j'oserais pas. Ouais, j'y vais. Je m'y colle. Quand on est en couple comme ça dans les conférences, c'est un peu comme dans les films, il y en a deux, alors c'est toi qui fais, c'est toi qui vas, bon allez vas-y, alors j'y vais. Donc en fait c'est un rapport, si vous voulez, qu'il a lui-même explicité. De Guy, il a grandi dans un milieu catholique. Il s'est marié religieusement, il a épousé une femme catholique. Et progressivement, en grande partie à cause de ses lectures et de sa formation philosophique, il s'est éloigné de la foi. Et il y a un moment très célèbre, très impressionnant dans la vie de Michel de Guy, que ses amis connaissent bien. C'est le jour où, à l'enterrement de sa femme qui est morte, Monique, il a prononcé un discours dans lequel il disait dans une église, tout ceci à quoi je ne crois pas. Voilà. Donc à partir de là, il a, comment on peut dire ça, il a construit une réflexion sur son rapport à la sortie de la religion, et qui a abouti à un livre très, très important dans sa biographie et dans sa bibliographie, qui s'appelle « Un homme de peu de foi », où il reprend la formule du Christ puis de Saint Paul, où il réfléchit à ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la dimension théorique à laquelle il est revenu dans un autre petit livre qui s'appelait « Sans retour ». L'idée qu'on ne revient pas à la religion, on ne peut pas revenir à la religion. Donc ça a aussi des dimensions politiques, c'était quelqu'un qui était très méfiant à l'égard des reconstructions théologico-politiques de l'État. Donc ça, c'est la dimension politique. En revanche, et il l'a dit d'ailleurs, je crois dans un extrait qu'on a montré, il était convaincu à cause de sa pratique du palimpseste, de l'impossibilité de sortir du lexique du religieux, et convaincu de la nécessité d'aborder une théorie qu'il appelait très vite, dans les années 90, la théorie des reliques. C'est l'idée qu'en fait, dans nos langues, sont déposées pas simplement des philosophèmes grecs, mais aussi des reliques. Voilà. Et donc, c'est une pensée qui est proche, d'ailleurs il y avait eu un débat là-dessus, de ce que Agamben appelle la profanation. C'est-à-dire l'idée qu'en fait, ces termes sont là, et que si on veut les remettre en usage, eh bien, il faut les profaner, pas avec violence, bien sûr, mais pour les sortir de l'espace sacré, pour les remettre en circulation. Oui. Parce qu'il y a un poème sur la profanation là-dedans, qui est magnifique, où il dit, bon, profaner, ça veut dire mettre devant. Fanum, c'est l'endroit juste devant le temple. Quoi. Donc on les sort du temple, on les met devant. Et donc si cette question vous intéresse, et elle est passionnante, parce que en dépit des apparences, si j'ose dire, la cordée catholique est très importante dans la poésie française de la seconde moitié du XXe siècle, pas simplement dans la première moitié, mais dans la seconde moitié, j'ai bien dit. Alors De Guy, lui, a un rapport beaucoup plus construit, théorisé à ces questions-là. Et inquiet. Et inquiet, bien sûr. Des théologèmes sont déposés dans nos langues. C'est un vrai Judas. Évidemment, si on ne connaît pas ça, on ne peut pas... J'ai une question tout à fait anecdotique à vous poser. Je voulais savoir de quel recueil était tiré le poème que vous avez lu tout à l'heure sur l'orage. Oui. Alors, ce poème, vous le trouvez dans l'anthologie Donnant, mais en fait, c'est un poème de tout début qui s'appelle Fragment du cadastre. D'accord. Qui est son premier recueil, en fait. Oui. Okay. Chez Oswald, c'était chez Oswald en 59. Oui. Merci. Et alors, ce recueil, comme Les Meurtrières, il avait été republié intégralement dans un très beau livre qui s'appelait Le Cahier bleu, Michel de Guy, qui avait réalisé un collègue de Bordeaux qui est mort, Montsaron, Jean-Pierre. Un très très beau livre, où il y avait sur 2 colonnes, Dominique Rabaté s'en souvient, les poèmes de Guy. Alors moi j'étais pas du tout content de cette solution, mais en tout cas ça a permis de réactiver ce livre.
Oui, c'est 60 ans de poésie, de Guy, c'est ça aussi. 63 ans de poésie. Et nous, quand il était notre prof, il venait d'avoir le Grand Prix de poésie de l'Académie française. C'est ça. Et ça se disait, vous savez, le prof de philo, il a eu le Grand Prix de poésie, oui. Il est poète. Y a-t-il d'autres questions ? Juste une question, c'est est-ce qu'il était engagé politiquement et comment il a passé les années 68, 60-68 ? Alors, donc en 68, on était tout très proches et très liés. Et il a fait un numéro blanc de la revue de poésie, dans lequel chacun de nous pouvait écrire ce qu'il voulait, chacun de nous, le monde entier, pouvait écrire ce qu'il voulait sur 68. Ça a été l'idée d'ouvrir tout en faisant un numéro blanc. Alors, la politique de Guy, c'est une grande question. Sur mai 68, Barbara Cassin vous a répondu. Une des grandes manières, une des manières dont De Guy avait de parler, une des manières, que De Guy adoptait pour parler de ces questions-là, c'était de dire j'ai jamais été totalement là où il fallait. Voilà. Il disait souvent ça. Donc c'est pour ça qu'il y a chez lui ce motif du bélé, du regret. Il dit voilà, moi j'étais. Alors 68, il était à Paris, il enseignait, il avait la revue, mais en même temps, il n'a pas été sur les barricades. Et c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est que c'était après les barricades. Il est revenu vers nous en disant oui, mais vous, c'est vous qui avez fait ce qu'il fallait. Vous les jeunes, moi le prof. Bon, et on va faire un numéro blanc. Et c'était ça, c'était une sorte ouvrir à cause du manque. Du manque à être là où il... Exactement. Voilà, je vais vous lire dans le numéro de la revue un très beau texte qui s'appelle « Une vie mienne ». Et dans cette vie mienne, voilà ce qu'il dit. Voilà, il dit gauche. Mon premier acte civique fut en faveur de Mendes France, puis gaulliste de gauche, version Mauriac et Clavel. Dans la longue suite, à part l'exception chiracienne de 2002, où vous vous souvenez, bon, je ne commente pas. J'ai toujours voté socialiste sans aucune illusion. Aujourd'hui que nous savons que le socialisme a vécu, 18e, 20e siècle, être de gauche exigera une assermentation à la fois fidèle et réinventive, esprit d'égalité, de laïcité radicale sur fond d'agnosticisme, d'amour pour l'émancipation, de désintéressement complet, d'incroyance lucide en l'affirmation d'un rapport du mérite au salaire, de croyance en la transcendance du fédéral, donc en l'Europe, d'éducation civique à l'état de droit, cap au centre, l'avenir, s'il y en a, est à l'alliage paradoxal des contraires, aux décisions en et. Et ça s'appelle en même temps. Ouais. Voilà. Effectivement, c'est la traduction. Mais peut-être dans le prolongement de la question sur l'engagement politique, son engagement au travers des textes, est-ce que vous pourriez un peu nous préciser un peu cette dimension-là? Je sais qu'il a beaucoup écrit sur le racisme, par exemple, même la question de l'habitabilité, le fait que voilà, on est quelque part, mais cet éloge de l'errance qu'on a pu entendre dans le film. Est-ce que vous pourriez un peu préciser ce point? Disons que De Guy était quelqu'un qui avait une plume polémique très, très vive et très facile, et il y a beaucoup d'interventions de Guy dans les journaux, pour toutes sortes de causes, et évidemment des causes politiques larges. Il s'est beaucoup mobilisé contre le racisme, contre l'antisémitisme. Oui, alors là, tu trouverais énormément d'exemples. Il a lancé des pétitions, il a été actif. Voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est comme il le dit, c'est de voir que sa nature polémique
a dicté chez lui une attitude d'engagement, si j'ose dire, aussi un peu du bout des lèvres. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de retrait qui est aussi un tour que lui jouait son intelligence critique, qui était de ne pas vouloir adhérer. Il fallait qu'il fasse gaffe à ne pas faire le malin. Voilà, c'est ça. C'est ça, on en revient là. Et quand il dit il ne faut pas faire le malin, c'est à lui qui dit ça. Bah, bien sûr. Il ne faut pas faire le malin. Et il a fait des billets, tous ces billets dans Poésie, ça on peut en parler parce que c'est magnifique. Bien sûr, c'est des billets d'humeur, très très bien écrits, parfaits, souvent non conclusifs du tout. Absolument. C'est même très frappant, parce que c'était ce qu'il y a d'étrange. Moi, ce qui m'a toujours paru étrange dans ces billets, c'est qu'ils étaient acérés, colériques et non conclusifs. Absolument. Acérés, non assertoriques. Ouais. On pourrait dire. On ne sait pas à quoi ils engageaient. Oui, je vous cherchais ce texte où il dit, mais je suis désolé, je veux pas vous faire perdre de temps. Donc, où il parlait justement de la difficulté à un engagement plein, si vous voulez, par justement. C'est un théoricien du ratage de Guy. Il aimait beaucoup la phrase de Mallarmé, tout est raté, donc il n'y a pas de ratage. Et donc l'adhésion ne lui était pas si aisée qu'à d'autres poètes de sa génération. Oui. Mais il était assez lacanoïde, sans le savoir. En fait, je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que ça n'est pas ça. C'est quand même toujours ça. C'est bien pour finir ça. Une belle conclusion, effectivement. Merci à vous d'être venus, et un grand merci bien sûr à nos invités Barbara Cassin et Martin Rueff. Merci également à Myriam Pleine-Maison et aux techniciens du Palais des Beaux-Arts et aux bénévoles de Cité Philo. Un grand merci à tous.